Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes. Bonjour Roland Toné-Ikes. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Bonjour, Amis Laurent. internautes et téléspectateurs, bonjour. Voilà, nous allons démarrer par le mandat d'arrêt de Nieri, Nord-Sud quotidien. Roland Toné-Ikes. Bon, c'est pas surprenant que de savoir qu'il y a un mandat d'arrêt contre Roch Nieri, le beau-frère d'Olivier Bokor, l'homme à tout fait d'Olivier Bokor. Quand on apprend qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, ça ne devrait pas surprendre parce qu'on sait très bien que les deux hommes sont très liés, d'abord déjà sur le plan familial et puis sur le plan des affaires. Et donc quand vous faites un feedback dans le passé, toutes les situations dans lesquelles on a cité Bokor, on citait automatiquement en deuxième position Roch Nieri. Alors, toujours est-il que ce dossier d'atteinte à la sûreté de l'État est toujours en cours. Et puis, on avait appris qu'il y avait une convocation. Pour Roch Nieri, mais qui n'était pas sur le territoire national. Maintenant, la justice envoie un mandat d'arrêt international. On attend de voir si véritablement ça va prospérer. Et comme je l'ai dit dès les premières heures de cette affaire, je dis toujours qu'il faut attendre l'issue de ce dossier pour tirer les bonnes conclusions ou les vraies conclusions. Toute conclusion tirée serait des conclusions hâtives et ça peut vous faire passer à côté de la plaque. Mais toujours est-il que je dis, dans le contexte actuel, si Roch Nieri est recherché, ne serait pas surpris que dans les prochaines heures, les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres personnes soient en cause recherchées, ceux qui sont au plan local soient interpellés, que des députés aient, en tout cas, des difficultés, que quelques ministres, peut-être en griffe, aient des ennuis, que quelques DG ou quelques maires nommés en griffe aient des difficultés. Donc c'est un grand feuilleton qui s'ouvre comme ça, et puis on verra bien épisode par épisode comment... On connaît déjà les premiers et deuxièmes épisodes, la présentation de Olivier Bokor et Azad Meki, l'instruction, on a pu voir comment ça évolue, on a suivi, en tout cas par voix, on a pu suivre à distance ce qui s'est passé. Donc d'épisode en épisode, on verra bien de quoi ça retourne. Comme le disent les Anglais, wait and see. Marc Goudjanou. Oui, j'aborde dans le même sens que Laurent Toné-Ikes, wait and see, parce qu'on sait la proximité qui existe entre Roch Nieri et Olivier Bokor, et donc c'est comme le bras opérationnel d'Olivier Bokor en matière financière, et donc et également dans la gestion de la plupart de ces structures. Et donc, c'était pas étonnant que l'on puisse lancer ce mandat d'arrêt. Même à l'entame, il y avait eu, même au début de cette affaire, l'arrestation de l'un des collaborateurs de Roch Nieri, le chargé des affaires financières. Et donc, cela, c'est vrai que lui, il a été libéré également après, dans la foulée. Et donc... libéré et mis sous convocation. Et moi, je me demandais si, en temps... qu'est-ce qu'on leur reproche évidemment? Est-ce que les fonds qui avaient été retrouvés en temps dans la suite de l'enquête, est-ce que c'était eux qui étaient allés faire les transactions financières au niveau des différentes institutions bancaires? Donc il y avait un certain nombre d'interrogations qu'on se posait, mais jusqu'à cet instant-ci, on va attendre la justice pour voir quels sont les motifs de ce mandat d'arrêt international? À quel niveau Roch Nieri est impliqué dans cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État? Et je pense que ainsi le débat pourra évoluer et on pourra savoir quelle est réellement son implication dans ce dossier et pourquoi la justice le recherche activement, puisque normalement, même après l'affaire, il était revenu au Bénin. Il n'était jamais revenu. Sinon, selon certains de ses proches, c'est qu'il y avait une convocation en cours, il ne pouvait pas oser venir, connaissant le système auquel tous ils appartenaient, et connaissant très bien comment est-ce que le système fonctionnait, il pouvait pas... Pareil pour le ministre de la Justice, Quenom également, qui aurait formulé, je dirais, une demande d'asile. Oui, je crois que, vous savez, dans le dossier là, je l'ai dit, Marc l'a répété encore, Roch Nieri, c'est le bras opérationnel de Olivier Bokor. Et quand vous mettez quand il y a quelqu'un qui est en prison, que vous avez que son bras opérationnel est dehors, vous n'êtes pas totalement à l'abri de ces situations, si tant est que tout est vrai.
Alors donc, Roch-Néry en liberté peut être un problème pour l'évolution du dossier, donc par conséquent, il vaut peut-être mieux chercher à le mobiliser quelque part d'abord, et puis vous voyez un peu. Moi, j'estime que, bon, Roch-Néry, il y avait une convocation, ils n'étaient pas revenus au pays. Ils savent très bien le système auquel ils ont appartenu pendant des années. Donc, prendre ce risque-là et de revenir au Bénin, on l'a annoncé. Il n'est plus du tout libre de ses libertés et non. On l'avait annoncé du côté du Togo à un moment donné. Voilà. Mais après, non, écoutez, il n'est pas libre. Mais il avec ce mandat, j'allais dire. Non, non, écoutez, les autres pays ne fonctionnent pas comme le Togo. Un mandat international. Oui, mais écoutez, les autres pays ne fonctionnent pas comme le Togo, où un MMA peut aller vous chercher. Et même quand il y a un mandat d'arrêt international, c'est qu'il faut vraiment des arguments pour convaincre les autorités de ce pays pour qu'ils soient arrêtés. Donc, tout n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il va falloir vraiment convaincre avec le mandat d'arrêt des preuves pour dire, mais voilà pourquoi on le recherche, tout ça là. Et donc, si les autorités de ce pays dans lequel ils se retrouvent ne sont pas convaincus, il ne reviendra pas. N'oubliez pas qu'avant eux, des gens étaient à l'extérieur, il y avait des mandats d'arrêt, on les recherchait, et pourtant, ces pays n'ont jamais relâché, libéré ces personnes. Donc, comprenez que ce n'est pas comme le Bénin où le Nigeria peut peut-être fermer la frontière et demander au Bénin, libérez-moi telle personne, et puis arrêtez-moi, comment vous appelez le gars du Yoruba là, qui créait une scission au Nigeria, qui a été arrêté au Bénin. Vous vous rappelez, donc, ce n'est pas comme ça. Les autres fonctionnent, c'est des pays véritablement de droit, où parfois, quand il y a de telles situations, les gens font très attention pour dire, si nous le libérons, nous l'envoyons peut-être, quelle est la suite? Est-ce que sa vie est protégée, elle n'est pas menacée? Est-ce que sa vie n'est pas en danger? Donc ces facteurs-là, ils vont mettre dans la balance et voir s'il y a intérêt à l'envoyer ou pas, à l'interpeller, à l'envoyer au Bénin. Mais toujours est-il qu'il va falloir que, écoutez, moi je le dis haut et fort, c'est-à-dire quand vous avez participé à quelque chose ensemble, c'est-à-dire eux tous ont participé à la gestion du pouvoir, hein, l'un ou l'autre, Roch-Néry, même s'il n'a pas été nommé, l'un ou l'autre, quand on va chercher certainement, il a participé à la gestion du pouvoir quelque part. Il a eu ses dividendes en quelque part. Bon, pareil pour l'alter ego du chef de l'État qui aujourd'hui est en prison. Donc aujourd'hui, si le même système cherche à les broyer, il doit pouvoir s'y préparer et supporter. Pourquoi est-ce que Marc n'a pas été interpellé? Pourquoi on n'a pas envoyé mandat d'arrêt à Marc Oudjanou? Il y a beaucoup de Béninois qui ont quitté et qui sont allés à l'extérieur, peut-être qu'ils sont en exil, mais jamais un mandat d'arrêt international. Donc, je crois qu'ils ont appartenu en tout cas à un système. Le système peut-être aujourd'hui se range, bon, je ne veux pas paraphraser Komi Kouché, mais apparemment, il y a un problème au fond, au sein du système. Il va falloir faire très attention. Et ce que je dis dès les premières heures, je continue de dire que c'est le schéma là qui vient malheureusement. C'est-à-dire une autre opposition sera suscitée d'ici là, de la mouvance présidentielle. Vous allez voir qu'ils vont prendre, en tout cas, commencer une autre bataille, et puis ça va peut-être venir changer l'écosystème politique. Bon, je pense qu'il n'y a plus grande chose à dire. Nous allons donc évoluer avec le matinal qui parle du pipeline Bénin-Niger. Le 7e navire chargé de brut nigérien a pris le large. La frontière toujours fermée. Marc. Oui, bon, on a abordé ce sujet la semaine dernière et on se demande, malgré l'évolution des relations à un niveau, l'évolution des relations diplomatiques à un niveau entre le Bénin et le Niger, malgré cela, les frontières restent toujours fermées. N'oubliez pas que des ambassadeurs ont été nommés de part et d'autre pour pouvoir renforcer la coopération entre les deux pays, mais néanmoins, on note toujours que la frontière est fermée. Et aussi, lorsqu'on parle du pipeline, n'oublions pas qu'il y a un partenaire très clé dans ce partenariat entre les deux pays, c'est-à-dire qu'il y a la Chine qui est entre les deux pays et qui est l'acteur principal en réalité pour l'exportation du brut nigérien. Et donc, du moment où nous entretenons toujours de bonnes relations avec la Chine, et donc, ce qui concerne cette affaire de pipeline ne résulte pas seulement des affaires diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Donc, il faille quand même toujours continuer à faire l'exploitation du brut parce que c'est un contrat qui a été établi entre WAPCO, d'accord, et le Niger, et également le Bénin, d'accord. Et donc, du coup, cela ne rentre pas totalement directement en ligne dans le cadre de la fermeture des frontières. Ce serait un peu difficile parce que si
vous prenez des engagements et que vous émargez déjà, et que peut-être même en temps, peut-être la Chine a déjà eu à payer le Bénin, a donné l'argent pour installer les infrastructures qu'il faut pour la chose, et même si le Niger décide aujourd'hui de fermer les frontières pour des raisons sécuritaires, donc il faille quand même essayer d'attendre que le problème soit réglé d'abord. En attendant, cela n'empêche pas, puisque effectivement le pétrole ne va pas transiter par la frontière du Niger avant de venir au niveau du pipeline du Bénin, avant d'être exporté ailleurs. Donc ce sont par des canaux qui ont été bien établis, et donc cela ne met en rien en difficulté le Niger dans cette affaire. Et donc, du moment où les ambassadeurs sont nommés de part et d'autre, du moment où la diplomatie est en train de s'améliorer, les relations sont en train d'être améliorées entre les deux pays, je pense que d'ici à là, on arrivera à l'ouverture des frontières, si effectivement le Bénin montre sa bonne volonté, d'accord, à pouvoir régler les problèmes sécuritaires qu'évoque le Niger aujourd'hui. Vous avez vu en tout cas toute la zone ouest africaine est un peu réticent par rapport à la diplomatie française, et c'est ça qui est le véritable nœud des problèmes qui existent entre le Bénin et le Niger en matière de fermeture des frontières. Et tant que le Niger ne sera pas rassuré qu'il y a des partenaires, d'accord, français en coopération avec le Bénin qui vont essayer de mettre en mal son territoire, je pense que tant que le Niger n'aura pas cette assurance, ils ne vont jamais vouloir ouvrir les frontières. N'oubliez pas que récemment, même ils ont eu à arrêter un personnel du service de renseignement français chez eux. Et donc, ça veut dire que la menace reste toujours persistante à leur niveau. Vous avez vu le Tchad qui a demandé à ce qu'on évacue les soldats français de son territoire. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et juste après ça, il y a eu des tentatives de coup d'État. Et donc, il y a une méfiance qui perdure à ce niveau-là. Et tant que ce volet ne sera pas évacué, il serait difficile d'ouvrir les frontières. Et le Tchad vient de résilier le contrat de défense qui le lie avec la France. Roland Toneiki. Ma crainte ce matin, c'est que les gens traitent Marc de Goudianou d'antipatriote comme ils ont passé tout le temps à me traiter d'antipatriote. Je le dis, écoutez, le contrat qui lie le Bénin et le Niger et WAPCO, les Chinois, est différent des relations entre le Bénin et le Niger. Le Bénin a beau montrer ses muscles pour dire nous ne sommes pas d'accord, mais ça ne pouvait pas durer comme ça parce que c'est un contrat. Et d'ailleurs, même nous émargeons, nous gagnons de l'argent. Oui. Les gars ont fermé les frontières, mais leurs produits passent par ici, nous gagnons de l'argent. Continuons à gagner nos sous d'abord, cherchons les moyens de régler la situation qui existait. Parce que le problème, c'était à ce niveau. Si le problème entre le Bénin et le Niger et la fermeture frontière n'empêche pas qu'ils envoient leurs produits par ici, pour que nous puissions gagner de l'argent, pour construire des écoles, construire des salles de classe et autres là, et construire des centres de santé, continuons d'abord et puis après on va régler l'autre problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est perdue et puis nul ne saurait encourager ça à être fier de ce qui se passe. Et c'est pour ça, moi, je n'interpelle les gouvernants des deux pays. Ils ont bien fait de nommer des ambassadeurs, mais maintenant, il faut que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se rencontrent et discutent véritablement. Si le ministre le Premier ministre du Niger peut se déplacer, ou bien si c'est le Premier ministre des Affaires étrangères avec une délégation du Bénin qui doit se rendre au Niger, il faut le faire. Et le Niger continue de poser un problème. Marc l'a soulevé. La question du Sahel aujourd'hui. Le Sahel est une zone à risque aujourd'hui. À cause de quoi? Des djihadistes. Les djihadistes qui ont des armes plus sophistiquées que les armées de ces pays parfois. C'est vrai que tout récemment, ces pays, Burkina Faso, Mali, Niger, sont allés se ravitailler en armes de dernière génération. Mais jusqu'à une date donnée, il y avait que les djihadistes étaient mieux équipés que ces pays-là. Et les gens se posent la question, ces armes viennent. La dernière fois, il y a à peine un mois ou 2 mois, il y a un navire qui a été intercepté du côté du Sénégal, rempli d'armes de dernière génération, qui devrait aller dans le Sahel. Donc, quand les pays là, évoquent ces problèmes de sécurité, je crois que nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée, regarder la situation. Parce que la situation des armes que les gens ont envoyées en Libye, disant qu'ils voulaient tuer Kadhafi, ce sont ces armes-là qui ont commencé par transiter dans tous les pays, qui ont créé une instabilité sécuritaire dans tous les pays de la sous-région. Parce que quand vous descendez du Niger, vous passez par le Niger, de la Libye, vous passez par le Niger, le désert, et puis là, vous rentrez dans le Burkina Faso, le Mali aussi facilement. Et après,
quand il y a un problème au Burkina Faso, au Niger, qu'est-ce que les djihadistes font? Ils se replient vers le Bénin. Cela suppose que nous sommes tous menacés. Et ce n'est pas une question d'antipatriote quand on évoque ces questions-là pour dire écoutez, bon, oui, le Bénin aussi doit prendre ces mesures, ces distances. Parce que, vous savez, les autres ont renvoyé les Français et les Américains. Le Bénin collabore avec les Américains et les Français. C'est de plein droit. Mais il faut clarifier juste les choses pour dire aux gens, écoutez, nous sommes vos frères, nous ne voulons pas vous combattre. Parce que les autres ont peut-être des informations. Autant nous avons un service de renseignement, eux aussi ils ont un renseignement assez fourni, peut-être ils ont des informations. Et parfois, ils se disent, ben, cette affaire-là, est-ce que ça nous rassure, ça nous rassure? Et c'est au Bénin, aujourd'hui, j'estime qu'à nous de rassurer les autres pour dire, non, écoutez, ça n'arrivera pas. J'ai dit, oui, j'ai évoqué la semaine dernière que peut-être s'il faut mettre des scanners au niveau de la frontière pour contrôler toute marchandise, tout navire, tout camion qui rentre dans le Niger, oui, mais au-delà de tout aussi, j'estime qu'il faut aller plus loin, qu'il y ait une commission bipartite entre le Niger et le Bénin, ou soit tripartite entre le Bénin et le Burkina Faso et le Niger, les trois, parce que les deux pays là partagent une frontière avec le Bénin, rassurer maintenant de travailler à mettre en place une force, comment vous appelez, une union d'ensemble. Les armées vont travailler en symbiose, de sorte que militaires béninois et militaires nigériens, militaires burkinabés travaillent ensemble pour que les informations soient partagées par les trois pays. Quand les gens tuent à Niamey, on veut les arrêter, ils viennent vers le Bénin. Quand ils tuent au Burkina Faso, on veut les arrêter, ils viennent au Bénin dans la Porga. Et puis, il y a des problèmes. J'estime que plus que jamais, nous devons réfléchir autrement ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que ça a trop duré. Les gens qui font des activités économiques au niveau de ces frontières continuent de souffrir. Des gens ont vendu, et ça je vous le dis, vous pouvez aller vérifier, des gens, transporteurs, ont été obligés de vendre leurs camions. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Des gens ont été obligés de vendre leurs camions. Des conducteurs de camions sont au chômage. Des bonnes dames qui vendent un certain nombre de choses ont commencé à avoir des problèmes, ont dû mettre la clé sur le paillasson. C'est autant de choses, que ce soit du côté du Bénin, que ce soit du côté du Niger. Et ça, c'est la faute à nos dirigeants, c'est-à-dire du côté du Niger, Tiani, et du côté du Bénin, Patrice Talon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a manqué quelque chose qu'on pouvait mettre dans la balance pour calmer la tension, mais qu'on n'a pas su vite mettre dans la balance. Et puis ça a dégénéré, ça a conduit à autre chose. J'interpelle les deux gouvernements pour dire, faites quelque chose pour vos populations. Vous ne gouvernez pas pour vous, vous ne gouvernez pas pour votre groupe, vous gouvernez pour les populations. Et le transporteur qui quitte ici avec la marchandise au port autonome de Cotonou, qui va à Agadez par exemple, il va prendre du carburant dans les stations. D'accord? S'il a de panne, le mécanicien va l'aider sur la route, va manger. Mais depuis que cette affaire ne marche plus correctement, certaines stations sur la voie n'ont plus de clientèle. Ça impacte tout le monde, de Cotonou jusqu'au nord Bénin. Et d'ailleurs, même au port aussi, même, on a tout fait de dire que les recettes n'ont pas baissé au port autonome de Cotonou. Mais la réalité est là quand même. Si on doit dire la vérité des choses, c'est pas possible. Il doit y avoir certainement une baisse des activités au port de Cotonou. Et qui dit baisse des activités, dit baisse des ressources à mobiliser. Et là, il y a des difficultés. Vous voyez, Carole, dans cette affaire, il y a une évidence que le commun des Béninois et la plupart des analystes, en tout cas, s'activent à être d'accord sur le problème. Vous voyez, aujourd'hui, cette fermeture des frontières met en difficulté les deux nations. Et surtout les opérateurs économiques et les populations. Parce que si les biens circulent de façon normale, c'est-à-dire il y aurait une réduction des coûts à un certain nombre de niveaux pour les produits de dernière nécessité. Et donc, à ce niveau-là, le mal y est. Et aucun bon dirigeant, normalement, d'accord, ne va vouloir fermer les frontières alors qu'il sait que cela est bénéfique à son pays. Et actuellement, il y a un grand problème qui se situe avec la coopération entre la France et certaines colonies de l'Afrique. Et donc, la France est en totale régression par rapport à sa diplomatie. Et la France n'a pas encore digéré cet état de choses. La France est foncièrement contre et ne veut pas abdiquer par rapport à son retrait de certains territoires africains. Et donc, elle reste toujours active pour pouvoir quand même essayer de régler le problème autrement. Donc, mis à part cela, il y a une guerre
de renseignement qui se passe Oui. à ces deux niveaux-là. Il y a une guerre de renseignement. Et n'oubliez pas, la plupart de ces pays de l'AES... On parle de bases militaires Voilà. alors qu'il en existe Voilà, pas. exactement. Finalement. Donc, la plupart de ces pays de l'AES, d'accord, ont pour partenaire la Russie, d'accord, qui est très fort en système de renseignement. Et je dis, n'eût été les alliés de la France, je pense que sur le renseignement, la France ne peut pas tenir devant la Russie. À moins que la France, compte tenu de ses partenaires, peut demander des informations qu'elle n'a pas à son niveau, peut demander aux États-Unis de l'aider, peut demander à Israël de l'aider, mais n'eût été ça. Et donc, cette guerre de renseignement fait que ces pays de l'AES, en particulier le Niger, qui est en conflit avec nous par rapport aux frontières, doit être forcément outillé et informé par rapport aux menaces qu'ils ont. Et donc, cela les met dans une position de méfiance, d'accord, vis-à-vis du Bénin. N'oublions pas que ceux qui occupent ces postes sont des hauts gradés de l'armée. Et donc, ils ont un certain nombre d'informations qu'ils ne peuvent pas mettre également sur la place publique. Sinon, si c'était possible, je vous assure que ils seraient déjà sortis pour nous donner, en réalité, avec détail, les vraies raisons. Mais cela relève de la sécurité intérieure, de la sécurité publique. Et donc, ce sont des informations très cruciales qu'ils ne veulent pas donner effectivement. Et que forcément, à notre niveau également, le chef de l'État et ses collaborateurs savent pertinemment les raisons fondées pour lesquelles les frontières ne sont pas encore ouvertes. Et je pense que ils ont tous raison à faire que cela puisse prospérer, que les frontières soient ouvertes pour le bien des populations. Parce que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ceux qui en souffrent réellement, ce ne sont pas ces dirigeants-là. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est une réalité. Et nous ne ferons que lancer cet appel-là afin que les ardeurs se calment et que vivement les frontières s'ouvrent à nouveau. Effectif en janvier prochain. Nous allons poursuivre. Chef de la diplomatie. Les frontières seront ouvertes en janvier prochain. On espère vivement. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci avec la politique. L'événement du jour titre ce matin « Défi des élections générales de 2026 vers la mise en place d'une coalition des partis de la mouvance ». Roland Tonéikès. Oui, mais coalition de la mouvement des partis, on a vu certainement que c'est Moël Bénin qui porte ce projet. Parce que c'est Moël Bénin qui était allé vers l'UP Le Renouveau. Oui, c'est Moël Bénin dans le journal Initiative du parti. Voilà, donc voilà, je n'avais même pas lu. Moël Bénin est allé vers RN. Mais est-ce que Moël Bénin va... L'UP Le Renouveau, qui se réclame être premier parti à l'aide de la réforme du sympathisant, va accepter et adhérer à cet idéal du parti Moël Bénin? Attendons de voir, sachant très bien que Moël Bénin aussi a juré ne jamais se fondre dans un parti, que ce soit l'UP, le Renouveau ou le BR. Mais toujours est-il que, même qu'ils aillent en coalition ou pas, on sait très bien qu'il n'y a pas de résistance à ce niveau. Hein? Il n'y a pas de résistance à ce niveau. C'est-à-dire les partis de la mouvance sont tellement disciplinés que personne n'est encore prêt à dire, bon, moi je quitte le groupe, hein. Mais sans coalition, tout le monde est discipliné derrière le chef de l'État. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une coalition en l'État actuellement? Oui, ça peut contribuer à resserrer les rangs, ça peut contribuer à donner de la force, en tout cas aux supposés candidats dauphins de Patrice Talon. Ça peut arranger beaucoup de choses. J'estime véritablement que, oui, wait and see. Si cette coalition peut apporter quelque chose, et que les autres seront totalement disciplinés derrière le candidat dauphin qui sera choisi par qui de droit. Cette affaire de coalition n'est jamais chose aisée ni facile, même si on l'a vu, même avec le cadre de concertation de l'opposition, on a vu certains membres des partis de l'opposition modérés qui émettaient des critiques, en tout cas qui émettaient des réserves par rapport à cette coalition. Et n'oublions pas, sur ce plateau, on a dit que même au sein de cette coalition, il y a des brebis galeuses, il y a certains qui sont là pour en tout cas des ambitions inavouées et pour des projets inavoués, pourquoi pas même pour
être un service de renseignement pour le camp adverse. Et donc, en initiant... Quand vous dites service de renseignement pour le camp adverse, c'est que vous leur donnez de la valeur, des taupes. Des taupes, ok. Des taupes il faut leur donner le vrai titre. Et donc, avec cette tentative de coalition au niveau de la mouvance présidentielle, n'oublions pas, là où le problème va se poser un peu plus, c'est que il y a déjà deux grands ensembles de la mouvance présidentielle que sont l'UPR et le BR, qui se disent déjà avoir le monopole sur l'échiquier politique. Et donc, ils se disent, encore que c'est l'initiative de Moël Bénin, ils se disent, bon, certains se diront, est-ce que normalement, ils ne peuvent pas attendre que l'initiative vienne de nous, puisque c'est nous les plus grands. Et donc, lorsqu'ils vont vouloir se mettre ensemble, au niveau de certaines idéologies, au niveau de certains points pour pouvoir quand même aller de l'avant, je pense qu'il y aura le problème de leadership qui va se poser parce que la plupart de ces grands ensembles ont à leur tête des dirigeants, des présidents de partis et même fondateurs de partis qui ne vont pas forcément laisser le lead des débats à ces petits partis de la mouvance présidentielle qui vont s'ajouter à eux. Et donc les autres vont dire, ben, comment se fait-il que nous avons été initiateurs, comment se fait-il qu'il y a un terrain politique à conquérir et on ne veut pas mettre les moyens à tout le monde comme cela se doit, et c'est eux seulement qui ont le monopole du débat à un certain... Donc, en tout cas, en ce qui concerne cette coalition, il y aura toujours des problèmes internes à gérer entre eux. Et n'oublions pas également la menace qu'on évoque de l'autre côté. La menace, elle est également omniprésente chez eux également, ou parfois même les décisions ou les réactions, alors qu'on a même dit sur ce plateau qu'en réalité, tous ceux qui sont avec Patrice Talon n'aiment pas Patrice Talon. Et tous ceux qui sont dans ces partis politiques aujourd'hui sont avec leurs intérêts inavoués. Et donc, à un moment donné, lorsqu'ils vont sentir le camp basculer légèrement ou les opinions un peu dissidentes, ne soyez pas étonnés de les retrouver en train de filer des informations à l'autre camp. Et c'est ce qui va se passer généralement au niveau des différentes coalitions qui sont en train d'être formées, ou bien parfois même certains mini-partis qui sont de la mouvance, je dirais mini-partis qui sont de la mouvance présidentielle, vont finalement être mis à l'écart des vraies discussions qui concernent en réalité cette coalition-là. Et le problème va commencer par se poser. On va dire, ah, ils ont fait telle assise, ils ne nous ont pas invités, ils ont parlé de telle chose, après ils sont sortis, on ne nous a pas invités. Forum des jeunes de la mouvance présidentielle, où les jeunes des deux partis, RN et Moël Bénin, étaient totalement écartés. En fait, ce n'est pas surprenant. Les gens doivent pouvoir se préparer. Cette affaire de coalition, j'espère que ça ne va pas être un marché de dupes en réalité. Parce que oui, Moël Bénin porte l'initiative. Après, les autres de l'UP Le Renouveau vont vouloir prendre la tête, le lead. Et ils vont dire non, c'est pas ça. Et puis après, bon, maintenant ça aussi peut aussi participer à une autre stratégie. Hein, parce que ça sent très bien que si l'UP Le Renouveau porte l'initiative, RN peut refuser. Si c'est BR qui porte l'initiative, connaissant la situation entre RN et BR par le passé, RN peut refuser. Et si c'est Moël Bénin qui commence le jeu, c'est comme si c'est Moël Bénin qui porte l'initiative, alors que peut-être Moël Bénin aussi est en mission. Toujours est-il que dans cette affaire de coalition, est-ce qu'il faut la coalition pour aller... la loi est claire, hein, il n'y a pas de coalition formellement ou alliance pour aller aux élections. Mais justement, ils vont peut-être se mettre en coalition pour porter une seule candidature en 2026. Est-ce que véritablement c'est la meilleure stratégie pour eux de gagner? Parce que si, par malheur pour eux, ils vont aux élections avec une seule candidature comme ça, et que ça floppe, c'est fini. Il n'y a plus à se rattraper. Par contre, s'il y a peut-être deux dieux de candidature, et que l'un se retrouve deuxième, l'autre se retrouve troisième ou premier, après, ça les arrange. Maintenant, si c'est le Parti démocrate qui était premier, et que UP était deuxième, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est ça qui arrivera. Déjà, quand nous tasse d'opposants... Ça fait le problème. Moi, je dis, ceux qui me tassent d'opposants, j'attends qu'ils m'amènent ma carte de membre du parti d'opposition. C'était très simple. Et je sais qu'ils ont des renseignements très efficaces. Je les mets au défi de prouver par A plus B que Laurent est en contact avec un acteur politique d'opposition avec qui je parle. Je les mets au défi. Je les mets au défi de me dire qu'un opposant me donne de l'argent ou quoi que ce soit. Je les mets au défi. Donc quand on me partage des opposants, moi je fais mon travail. Chacun joue son rôle dans la République. Poursuivez l'analyse. Oui, donc on ne va pas avoir peur de leur dire ce qu'on pense, ma chère Carole. Donc pour dire que véritablement, oui, dans cette situation, ça va être difficile. Et si, par malheur, ils vont aux élections avec un seul dieu de candidature,
À moins que des autres stratégies sortent encore du laboratoire puissant qui sort les bonnes stratégies depuis 2019. On attend de voir si ce laboratoire n'est pas à coup d'idée, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que les autres aussi doivent pouvoir être très, très, très éveillés. Dynamisme Info parle de la dispersion de la rencontre des démocrates à Ndali. Ce parti dénonce une violation des droits des libertés et menace. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si en temps, lors de cette rencontre, le parti des démocrates a pu avoir l'autorisation nécessaire, s'ils ont pu remplir les conditions qui encadrent l'organisation des manifestations. Et donc, je pense que d'ici aujourd'hui, peut-être ou demain, on aura des détails qui vont pouvoir étayer, puisque forcément, ils vont faire une sortie pour pouvoir dire comment est-ce qu'ils ont été dispersés, est-ce qu'il y a des atteintes à des atteintes physiques à leurs membres ou à leurs militants. Et donc, on saura, les responsabilités seront situées à divers niveaux. Mais cela repose toujours le problème de la liberté d'action, de la liberté d'expression également, où c'est une rencontre entre membres du parti. Et donc, si peut-être à Ndali, peut-être qu'il y a un proche du pouvoir qui a peut-être les mémises dans cette ville et donc qui n'a pas voulu peut-être que les démocrates puissent se réunir afin de pouvoir susciter déjà un engouement pour l'opposition dans ce parti septentrional, dans cette partie septentrionale. Et donc, cela peut amener une victimisation également des démocrates qui, en réalité, va pouvoir peut-être les arranger d'une part ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre politique où, normalement, même ceux du camp en face, c'est-à-dire ceux de la mouvance présidentielle, doivent être également un peu méfiants par rapport aux excès, d'accord, de zèle dont ils font montre en utilisant toutes les forces publiques qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir quand même, en tout cas, faire taire les manifestations des démocrates. Cela ne devait pas être le cas. Ces rencontres participent à l'animation de la vie politique du Bénin. Et cela est recommandé et est demandé même, et exigé même à chaque acteur politique, à chaque parti politique. Donc, on ne saurait normalement leur refuser cette manifestation ou cette retrouvaille pour pouvoir discuter d'un certain nombre de problèmes inhérents à leur parti. Parce que ça rentre dans cette dynamique de pouvoir animer la vie politique du Bénin. Et donc, il n'y a pas de raison. Du moment où ils n'enfreignent pas certaines règles, d'accord, de la sécurité publique, où ils n'enfreignent pas certaines règles qui régissent, en tout cas, les lois en encadrement des manifestations, je pense qu'il n'y avait pas matière de réprimer. Donc, moi, je me dis, je n'ai pas encore d'éléments si, effectivement, ils ont demandé l'autorisation, si ça respecte les règles de l'art en la matière, avant que, néanmoins, à la dernière minute, ils ne viennent à être réprimés. Et donc, je pense que les responsabilités seront situées dans les jours à venir et on saura qui a fait qui à tel moment. Moi, je veux m'assurer que toutes les mobilisations de la mouvance présidentielle c'est motivé par une demande formellement constituée et avec une autorisation formelle avant que ces mobilisations aient lieu. Je veux bien m'assurer. Et dire ceci, en fait, vous savez, les mêmes situations se reproduisent chaque année, en tout cas à la veille de chaque élection. Quand les opposants doivent pouvoir peut-être animer la vie politique, on estime qu'il y a menace à l'ordre public. Mais dans le même temps, d'autres personnes font des mobilisations dans des localités et ça n'a jamais été constitué, ça n'a jamais constitué une menace à l'ordre public. J'estime véritablement que ceux qui nous dirigent doivent faire suffisamment attention pour que ça ne se retourne pas contre eux. Et je voulais peut-être interpeller, parce qu'on a évoqué la question des policiers hier, je voulais interpeller nos forces de défense et de sécurité, notamment les policiers, qui parfois, à tort ou à raison peut-être, sont utilisés pour faire ces trucs-là parfois. Parce que le plus souvent, c'est la police qu'on envoie pour disperser les gens. Et quand vous allez disperser parfois et que les gens se révoltent, c'est vite arriver une bavure policière, c'est vite arriver des dégâts. Et après, la même police, les mêmes autorités qui vous ont envoyé en mission, demandent à faire une enquête. Et quand ils font une enquête, qu'est-ce qu'ils font?
On cherche le coupable. Et c'est le coupable qui répond. Ce n'est pas... Et ça ne fait pas démissionner le DGN, ça ne fait pas démissionner le ministre, hein. Ça ne fait pas démissionner le directeur départemental. Et ça ne fait même pas démissionner parfois le commissaire. Mais c'est le policier qui agit, qu'on recherche pour montrer au peuple que oui, on veut régler les problèmes. Donc ça interpelle aussi les policiers pour qu'on le dise réellement. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce que le peuple observe, le peuple vous regarde. Et à un moment donné, la route tourne. Les mêmes faibles aujourd'hui peuvent devenir forts demain. On a vu des gens matraquer Ousmane Sonko. Ils sont encore vivants et Ousmane Sonko est devenu Premier ministre. Diomaye Faye qu'ils ont mis en prison est devenu président de la République. Ils peuvent décider de régler les comptes. Ils ne le font pas, fort heureusement. Les gens ont uriné sur Nelson Mandela en prison. Il avait besoin d'eau, on a uriné sur sa tête. Il est sorti de prison. Il a encore invité la même personne à manger avec lui. Mais un autre dirigeant, sous nos tropiques, allait lui faire voir de toutes les couleurs. Donc cela suppose que quoi? Quand on vous demande de faire certaines choses aussi parfois, ayez la présence d'esprit de comprendre que la route tourne et que celui-là que vous êtes en train de martyriser, attention, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Je dis une chose, au-delà des stratégies politiques que tout le monde peut mettre en place pour contrôler le pouvoir, tout ce qu'on peut faire, si Dieu décide en janvier 2026 qu'aucune stratégie ne marchera, ça ne marchera pas. Parfois, Dieu permet certaines choses à certaines populations parce que nous devons payer le prix fort du bordel que chacun de nous avait foutu par le passé. Et je le dis clairement, si Patrice Talon a gagné les élections, c'est une leçon pour les Béninois. Et c'est une leçon pour les chrétiens. Je le dis, je suis chrétien, mais je le dis. Parce qu'à un moment donné, les chrétiens, certains chrétiens autour de Boni Yahi, ont fait la Pâque de la pagaille. Ils se croyaient tout permis. Mais le même Dieu qui donne le pouvoir a décidé de donner ça à l'autre là, pour les éprouver, pour nous éprouver, nous tous chrétiens, qui avons le pouvoir, mais qui ne savons pas comment le faire, nous nous sommes amusés avec ça. Bon, c'est pas moi, je n'ai pas participé à la gestion de l'État, mais parlant de chrétien, puisque je suis chrétien, je me retrouve dedans. Et nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé sous Boni Yahi, avec certains chrétiens qui, tout le temps, on les connaît, les plus tout-puissants de la République. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Certains parmi eux ont dû fuir, certains parmi eux ne parlent plus. Pourtant, ils sont encore là. C'est vrai que Olivier Bokor, lui, il est venu avec son groupe de chrétiens. Eux-mêmes, ils sont en train de faire pour eux. Bon, ils ne font pas de pagaille, à ce que je sache quand même. Au moins, il y a une discipline à ce niveau. Mais j'estime que si Dieu permet qu'on donne le pouvoir à Patrice Talon aujourd'hui, c'est que Dieu peut permettre à ce que demain on donne le pouvoir. Dieu peut permettre que le pouvoir arrive à Rekema Dugu. Ça peut arriver à Bakboudjanou, sorti de nulle part. Ça peut arriver. Et en ce moment, les mêmes qui sont en train de faire leur show maintenant vont commencer par se mordre le doigt. C'est vrai qu'ils sont coutumiers de faire. Hein? Ils vont tous sauter 2 pieds joints pour dire, Marc, vous êtes le bon président depuis 1960. On les connaît. Merci Roland Tonneikes, merci Marc Goudjanou pour vos diverses lectures des informations qui ont marqué l'actualité.